Ah voilà, on est arrivé. Nickel. Putain mec, mais 10 balles, j'ai trop le seum. J'allais m'acheter un putain de pistolet à sauce avec. Regarde. Carole, Oui. je t'avais dit de prendre une pelle. C'est pas une pelle? Une pelle, ça c'est un râteau ça. Ah merde. Ouais. Bon, c'est pas grave. Tu prends la deuxième pelle, le Tosma et puis on y go. Ouais. Allez, c'est parti. Oh, tu sais pas quoi? Non. Pour acheter la pelle, là, je suis allé à Bricomarché. Ouais. Et ben, il y avait une giga grosse queue à la caisse. Carole, s'il te plaît. Il y avait une giga grosse queue. Et en fait, le mec était tout devant, il attendait ses potes. Ouais. Du coup, nous, comme des cons, on attendait le mec devant attendre ses potes. Et du coup, tout était bloqué, quoi. Et bah ça tu vois mec, c'est la preuve sociale. La quoi? Générique. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Oui, c'est ça. Tu veux une blague, Carole? Bien sûr. Alors, c'est Toto. Tu sais, il dit un peu beaucoup de gros mots tout le temps, tu vois. Et du coup, sa mère, elle fait: Ouais, Toto, arrête de dire des gros mots, tu vas faire comment plus tard dans la société pour être bien comporté face aux gens et tout ça. Ok, Et ouais. du coup, elle lui dit: Arrête de dire de gros mots, c'est fini. Maintenant, plus de gros mots. Du coup, Toto, un peu tout penaud, il va à l'école, il est un peu triste parce qu'il adorait dire bite, cul, chatte, Couille. couille. Ouais, un très bon exemple. Et donc il rentre de l'école un peu tristou, Ouais. et sa mère, pour le réconforter, enfin comme elle fait d'habitude, elle lui fait un petit goûter, c'est pour lui faire remonter un petit peu le sourire. Et du coup elle va voir Toto, elle lui fait: Alors mais Toto, t'as l'air tout tristou, qu'est-ce que je te fais pour ton goûter? Et il lui fait: De la fiture. Confiture. Ah. Salut Kidou et bienvenue à tous dans ce 4e épisode du résumé de Influence et Manipulation, le livre de Robert Cialdini. Et aujourd'hui, on va parler de la preuve sociale, qui est pour moi le chapitre le plus intéressant de tout le livre. Le principe est en soi assez simple à comprendre et c'est ce qu'on pourrait vulgairement appeler agir comme des moutons. Face à des situations dans lesquelles nous ne savons pas comment agir, nous allons calquer nos comportements sur ceux des autres. Les comportements que nous avons observés chez les autres nous semblent alors plus légitimes à tenir. Les rires préenregistrés fonctionnent selon ce schéma. Grossièrement, on observe des gens morts de rire, alors c'est sûrement comme ça qu'on doit être aussi. Et ainsi, on augmente le niveau de fun ressenti. Et c'est pour ça que c'est extrêmement utilisé dans tout ce qui est de sitcom, spectacle d'humoristes et compagnie. Et il y en a plein des exemples comme ça, où on introduit l'idée que d'autres ont ces comportements pour nous pousser à avoir les mêmes. Par exemple, les barman laissent souvent genre $1 de pourboire sur le bar pour laisser à penser que c'est un comportement qui est commun. Mais donc, ça veut dire qu'on calque nos comportements sur ceux des autres, ce qui est extrêmement pratique au quotidien. Ça nous permet de pas nous prendre trop la tête, de simplement faire comme tout le monde, et en général, ça marche super bien. Mais comme vous commencez à le savoir, ce genre de comportement stéréotypé et automatique, c'est super dans la plupart des cas, mais pas tous. Avant de pouvoir continuer la vidéo, trigger warning. Dans cette vidéo, on va parler d'une histoire de meurtre, alors si vous êtes sensible à ce genre de contenu, je vous conseille de quitter la vidéo. Il faut bien comprendre que la preuve sociale est un phénomène réellement puissant, et on trouve 2 facteurs essentiels qui influent sur cette puissance. Le premier facteur, c'est l'incertitude. On se sert en particulier du comportement des autres pour calquer le nôtre, quand on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc face à des situations inhabituelles ou nouvelles, on se penchera beaucoup plus sur le comportement des autres que si on est face à une situation qu'on connaît et qu'on maîtrise. Problème, il y a un petit truc qu'on a tendance à oublier, mais si la situation est inhabituelle pour nous et qu'on est complètement du pair, c'est peut-être le cas aussi pour les autres. Et du coup, tout le monde suit tout le monde, mais personne ne sait véritablement ce qu'il fait. Et alors on observe un phénomène d'ignorance collective. C'était une blague, ça? Non, c'est bon, Carole. Le cadrage. T'as la ref? Ah oui, du riff. Mais oui, voilà mec, quand même. Putain. Non, je t'ai jugé un peu fort. Bah ouais. Même carrément fort. Personne ne sait ce qu'il fait et tout le monde fait comme les autres, ce qui nous mène à de tristes faits tels que l'inaction de tout un groupe face à une victime ayant besoin d'aide. Laissez-moi vous conter la triste histoire de Catherine Genovese. En mars 1964, Catherine Genovese, une femme d'une trentaine d'années, fut tuée dans sa rue dans le quartier de Queens à New York. Aucun meurtre n'est anodin, mais dans une ville aussi grande que New York, ce n'est qu'un cas parmi d'autres. Mais celui-ci a fait couler beaucoup d'encre. La mort de Catherine Genovese avait été lente, bruyante et surtout publique. Son agresseur l'avait poursuivie et attaquée à 3 reprises dans la rue, la poursuite avait duré plus de 30 minutes et surtout il y avait eu 38 témoins de la scène, bien cachés derrière les fenêtres et personne n'a appelé les secours.
Quand ces informations ont fuité, les médias se sont emparés de l'affaire et ont écrit des tonnes de trucs du style « La vie en ville nous rend antipathiques, on ne fait plus attention aux autres, etc. » Mais les sociologues Bibb Latané et John Darley se penchèrent sur cette question et heureusement nous apportèrent d'autres informations. Dans tous les papiers précédents, les médias avaient souligné sur le fait que malgré les 38 témoins, personne n'avait rien fait. A l'inverse, Latané et Darley avancent le fait que ce soit le nombre important de témoins qui ait causé l'inaction de tous. Chaque témoin avait très probablement remarqué qu'il y avait d'autres témoins de la scène vu qu'ils étaient extrêmement nombreux. Ainsi, il suppose que la raison pour laquelle personne n'est venu en aide à Catherine Genovese, c'est le nombre important de témoins, et ce pour 2 raisons. Premièrement, l'effet de la dilution de responsabilité. C'est l'idée que quelqu'un d'autre va faire les choses. Donc face à beaucoup de témoins, chaque témoin s'est probablement dit « quelqu'un va appeler la police, quelqu'un va l'aider », et au final, personne ne fait rien. Et la deuxième raison, el famoso principe d'ignorance collective induit par la preuve sociale. Les situations de danger peuvent être des situations qui sont ambiguës, où le danger n'est pas explicite. Ainsi, il devient difficile de savoir si oui ou non notre intervention est nécessaire. Nous sommes donc dans des situations d'incertitude, et nous allons essayer de trouver des réponses dans le comportement des autres. Sauf qu'encore une fois, si nous on est perdus, peut-être que eux aussi. Et il faut prendre un dernier petit truc en compte, c'est qu'on préférera tous et toujours avoir l'air calme et serein. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on cherche le comportement à adopter chez les autres font pareil, en attendant tout le monde a l'air calme et serein, tout le monde voit que tout le monde a l'air calme et serein, du coup tout le monde est calme et serein et personne ne fait rien. Et c'est ce qui explique l'inaction des témoins face à la mort de Catherine Genovese. Ça, c'était dans le cas où une situation de danger est ambiguë. Je vous rassure, dans les situations de danger explicites, la grande majorité des gens volent au secours des autres. Bon, c'était tout pour l'incertitude et c'était bien fat. Maintenant, on va passer au deuxième facteur influent sur la puissance de la preuve sociale, qui est la similarité. La preuve sociale fonctionne à balle quand nous observons des gens qui nous ressemblent. Nous adoptons plus les comportements des personnes qui nous sont proches, en termes d'âge, d'ethnie ou de toute autre caractéristique observable. Et ainsi, nous sommes donc plus enclins à suivre les comportements de personnes qui nous sont semblables que de personnes qui nous sont dissemblables. Des chercheurs de l'Université de Columbia se penchèrent sur la question et mirent au point cette petite expérience. Ils abandonnèrent des portefeuilles à différents endroits de Manhattan. Dans les portefeuilles, on pouvait retrouver 2 $, un chèque de 26 $ et 30 cents, ainsi que divers renseignements sur le propriétaire et notamment son adresse. Dans l'histoire qu'avaient imaginé les chercheurs, le portefeuille avait en réalité été perdu 2 fois. Une première fois par son propriétaire, qui l'avait égaré, puis le portefeuille avait été retrouvé par un inconnu qui était sur le point de lui rendre en le postant à la poste, avant de à son tour le perdre. Et ainsi, les sujets de l'expérience le retrouvaient à ce moment-là. Donc les portefeuilles étaient en fait dans des enveloppes adressées au propriétaire. Et dans ces enveloppes, on pouvait aussi retrouver une lettre de la personne l'ayant retrouvé en premier, qui expliquait qu'il était content de pouvoir filer un coup de main et de rendre ce portefeuille. Dans l'expérience, les chercheurs faisaient varier un facteur, qui était celui de la similarité. Dans un cas, la lettre avait été écrite avec un bon anglais, visiblement par un Américain, qui était donc la condition semblable. Dans le deuxième cas, elle avait été écrite avec un anglais assez moyen, et la personne l'ayant écrit précisait être arrivée récemment ici, et être content de pouvoir aider. Donc quelqu'un d'étranger, et donc la variable dissemblable. Le but de l'étude était donc de savoir dans quelles conditions, semblables ou dissemblables, les New-Yorkais rendraient le plus le portefeuille, en imitant donc le comportement de la personne l'ayant retrouvé avant eux. Résultat, seulement 33% des portefeuilles furent rendus quand la personne semblait dissemblable, contre 70% quand la personne semblait semblable. Nous sommes donc plus enclins à suivre le comportement des personnes qui nous ressemblent que celles qui ne nous ressemblent pas. C'est des super pistes pour plein de trucs, parce que par exemple ça veut dire que maintenant on sait, si on veut faire une campagne de sensibilisation, qu'il faut que les acteurs de notre campagne soient semblables au public visé. Et maintenant on sait aussi comment se défendre de la preuve sociale, autant si nous-mêmes on est victime d'une situation de danger, ou au contraire si juste on est témoin d'une situation de danger. La preuve sociale s'applique dans vraiment beaucoup de domaines, et la preuve, on a commencé la vidéo en parlant de rire préenregistré, et on a réussi à parler aussi de meurtre. Elle est extrêmement importante dans nos vies, et c'est pour ça qu'elle prend place dans autant de situations. On ne peut pas donc simplement la débrancher. Il faut en rester conscient et choisir à quel moment on veut jouer contre elle. Souvenons-nous qu'elle existe et rappelons-nous d'utiliser ces connaissances quand il y a situation de danger. Si nous-mêmes nous sommes victimes d'un accident, nous devons éviter 2 choses. Premièrement, l'ambiguïté de la situation. Nous devons expliciter notre besoin d'aide, en appelant au secours par exemple, ou quoi que ce soit d'autre. Et deuxièmement, la dilution de la responsabilité. Face à un groupe, il y a haute probabilité qu'il y ait dilution de la responsabilité parmi les membres témoins de votre accident. Ainsi, vous devez cibler un individu pour qu'il soit responsable de votre sauvetage, sinon vous perdrez du temps.
Et c'est pareil si vous êtes témoin d'une situation de danger pour autrui. Premièrement, il vaut mieux appeler les secours ou aller vérifier qu'une personne va bien quand il y a ambiguïté dans une situation. Et deuxièmement, prenons les devants. N'attendons pas que d'autres agissent pour aussi agir. Soyons le premier à aider autrui. Et aussi, c'est dans ce genre de cas qu'on peut voir que la preuve sociale peut être notre pire ennemi et notre meilleur ami. Parce que exactement de la même manière que si personne n'agit, si une personne agit, les autres le feront aussi. Et maintenant, un petit récap. La preuve sociale, c'est le fait de calquer nos comportements sur ceux des autres. Elle est extrêmement puissante, s'applique dans beaucoup de situations et est extrêmement utile au quotidien. Et il y a 2 facteurs principaux qui influent sur la puissance de la preuve sociale. Premièrement, l'ambiguïté d'une situation. Si on ne sait pas comment on doit agir, on calquera d'autant plus nos comportements sur les autres. Et deuxièmement, la similarité. On est beaucoup plus enclin à suivre les comportements d'une personne qui nous ressemble. On peut aussi nommer le principe d'ignorance collective, qui est quand tout le monde suit les autres mais personne ne sait ce qu'il fait, ainsi que le phénomène de dilution de la responsabilité. C'est le fait que dans un groupe, si personne n'est désigné explicitement, alors personne ne sait vraiment qui doit faire quoi et on s'attend toujours à ce que les autres le fassent. Pour s'en protéger en tant que victime d'accident, il faut premièrement expliciter son besoin d'aide et deuxièmement cibler quelqu'un qui sera responsable de votre secours. Et cette fois, si on est témoin d'un accident, il ne faut pas se laisser influencer par l'ambiguïté de la situation, il vaut mieux agir que de ne rien faire, et si vous agissez, d'autres suivront sûrement votre comportement par le même principe d'imitation de la preuve sociale. N'hésitez pas aussi à cibler d'autres personnes responsables de vous aider. Voilà, j'ai pas vraiment ciblé mon texte sur les techniques commerciales et autres de manipulation, autant parce que le livre le fait pas vraiment de base, que parce que je trouve que c'est pas réellement ce qui est le plus intéressant dans ce chapitre. Je vous invite grandement à partager cette vidéo à vos proches, ou même sans ça, juste parler de la preuve sociale, parce que c'est un facteur qui est vraiment intéressant et qui peut, genre, littéralement sauver des vies, en fait. Merci les kidous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Influence et Manipulation, le livre pour arrêter d'être des moutons. En fait, tu vas nous faire toute la ferme. A plus! Eh, ça sent les bruits! C'est bon, j'ai roté. Attends. C'est bon. Est-ce que toi aussi ça sent les chips? Non. Que moi qui sent Plus les la chips. pizza qui a séché là. Bah vas-y. Qui a fait ça là? C'est toi là? Ah bah voilà! Je savais là! Des problèmes de sensibilité. Oh! Bah Michel, pourquoi t'es faible? Oh non, le PC. Oh non! Oh non, Oh oh non. Oh non! non. Tiens, branche-moi ça. Bon alors. Bah. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Carole. Qui a fait ça? Trouve-le, Carole. C'est toi qui as roté! Le fait!